Alors, journée cruciale aujourd'hui dans la vie politique française, avec des décisions normalement sur le prélèvement à la source, et puis aussi eh bien, le remaniement ministériel, c'est très attendu. C'est avec Jean-François Copé que nous sommes aujourd'hui, maire Les Républicains de Meaux, et qui a occupé de nombreuses fonctions, dont celle de ministre du Budget. Donc, un éclairage intéressant pour le prélèvement à la source. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les locaux du Figaro. Alors, avant de parler du prélèvement à la source, démission de Laura Flessel, qui était ministre des Sports jusqu'à ce matin. Un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron, ou c'est vraiment un épiphénomène pour vous? Bon, en tout cas, de manière générale, ces 5 jours de silence ou 6 jours de silence depuis le départ quand même très théâtralisé de Nicolas Hulot, Ouais. tout ça, ça commence à faire un peu long. Ouais. Il est grand temps que ça se termine, parce que franchement, je vois pas où est le suspense. Il s'agit de remplacer un ministre par un autre. Allons vite, réglons ce problème et remettons-nous au travail. Vous avez connaissance des raisons qui motivent la démission de Mme Flessel? Aucune. Aucune. C'est utile un ministre des Sports, d'ailleurs, dans un gouvernement? Ou est-ce qu'on pourrait s'en passer? Écoutez, c'est toujours pareil. Vous savez, moi, je crois beaucoup au pouvoir des hommes et des femmes. Donc, c'est la manière dont ils incarnent la fonction qui fait la différence. On peut se poser la question de toute une série d'autres ministères, et pourtant, on sait bien qu'en fonction des titulaires des postes, ils ont ou non incarné et donné un souffle. Nicolas Hulot, il incarnait son ministère? Ah oui, ça, il incarnait son ministère, mais le problème de Nicolas Hulot, c'est que, pour toute une série de raisons, c'était pas son métier. Et que la politique, c'est un métier. C'est un métier. Quoi qu'on en dise, c'est une mission, mais c'est aussi un métier. Ça s'apprend. On passe du temps à comprendre le fonctionnement des administrations pour pouvoir les commander. Nicolas Hulot était plus dans une logique de réflexion personnelle, qui était évidemment très intéressante, mais pas suffisante pour faire bouger les choses. Il avait pourtant un défi majeur à relever, c'était de réconcilier en fait l'écologie avec le réalisme économique, le pragmatisme économique. Il n'a pas réussi à faire ça. Hein. Enfin, ça dépend des sujets, mais je crois que tout ça dépasse le seul ministre de l'Environnement, quel qu'il soit. En vérité, on n'est pas assez positif sur l'environnement. On passe son temps à évoquer les risques de catastrophes qui existent et qui sont réels, mais on oublie de montrer aussi à nos habitants le chemin parcouru. La France, de ce point de vue, a aussi des éléments d'exemplaires. Écoutez, à Meaux, il n'y a plus aucune construction publique qui ne soit de haute qualité environnementale. Et ce que je dis pour Meaux, je peux le dire pour de très nombreuses villes. Les travaux qui sont mis en œuvre pour rénover les éclairages ne sont plus les mêmes, la collecte des ordures ménagères, la propreté urbaine, pour ne prendre que ces exemples très concrets, c'est des sauts qualitatifs considérables qui ont été accomplis. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on ne passe pas assez de temps à montrer que la France a pris déjà le train de la préservation de l'environnement dans de nombreux domaines. Alors, les chefs d'entreprise que vous fréquentez, que vous croisez, est-ce que eux sont convertis à la cause environnementale? De plus en plus, ne serait-ce que parce que nos enfants nous rappellent que c'est maintenant à nous de prendre nos responsabilités. Donc tout ça fait partie d'un ensemble. Plus personne ne peut raisonnablement balayer ça d'un revers de main comme si le sujet n'existait pas. Le président de la République doit vite reprendre les choses en main. On voit les commentaires, on les écoute et on se dit la période n'était pas terrible. L'été traversé a été un été compliqué pour le président de la République. Quel regard vous portez savez, moi, là-dessus? j'ai été de ceux qui ont considéré que la première année du quinquennat avait été plutôt une réussite parce que les dispositions, les décisions qui ont été prises, elles correspondent assez bien à ce que nous, à droite, on aurait dû faire. Notamment sur le plan économique. Plan économique, pas seulement sur d'autres sujets. Bref, il n'en reste pas moins que ce qui est apparu la première année comme la marque d'un renouvellement, même d'une disruption, pour parler moderne, de changer la donne, de l'audace, du réformisme, apparaît aujourd'hui comme une espèce de doute, d'essoufflement, d'interrogation, et ça, c'est objectivement l'inverse de ce qu'il faut. Et il y a une explication à ça. Laquelle? Je pense qu'en fait, c'est lié à ce que Emmanuel Macron, maintenant, il doit sortir de l'ambiguïté. On ne peut plus être dans le « et en même temps ». Le « et en même temps ». Et de droite et de gauche, c'est pas possible. Le « et en même temps », c'était la recette pour gagner face à, je dirais, une droite et une gauche de gouvernement totalement épuisées. Mais là, maintenant, il va falloir quand même trancher. La question, d'ailleurs, c'est pas d'être de droite ou de gauche. Il fait plutôt une politique de centre-droit que de centre-gauche, que de gauche. Mais
En réalité, il ne faut pas oublier qu'on a changé de clivage. On n'est plus entre la gauche et la droite. On est entre parti de gouvernement et parti extrémiste. Bon, un parti de gouvernement, c'est un parti qui réforme, qui décide, qui agit. Et le problème, c'est qu'à force de reculer, là, depuis ces dernières semaines, de montrer un certain amateurisme, comme dans l'affaire Benalla, pas une affaire d'État, mais qui est un ridicule achevé, maintenant, on voit bien qu'il faut renouer avec la décision. Et vous vous sentez un peu moins, je dirais, bienveillant vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Moi, de manière générale, je suis bienveillant pour une raison simple. Il faut que la France s'en sorte. Il faut que la France se redresse, qu'elle se réforme. Tout ce qui sera fait pour réformer la France, je l'ai dit, je l'approuverai. Comme en plus je suis sorti de la politique politicienne, je parle d'autant plus librement de ce que je crois bon pour notre pays, sans être prisonnier de tel ou tel clivage ou contrainte. Je pense en revanche que les réformes, elles doivent être absolument mise en œuvre et que ça traîne. On voit bien que ça cafouille sur les finances publiques et donc les déficits, sur la sécurité, les questions régaliennes. Tout ça, il faut vite reprendre les choses en main. Il y a une réforme qui était annoncée de longue date, qui ne date pas d'ailleurs d'Emmanuel Macron, c'est celle du prélèvement à la source. Absolument. Vous êtes pour, vous? Ah oui, bien sûr. Non seulement je suis pour, mais quand j'étais ministre du Budget, nous avions préparé les choses. Déjà. Et puis il y a eu à ce moment-là. C'était dans les années 90, hein? Non, 90, non. Là, franchement, vous exagérez. 90, j'avais 25 ans, donc ça ne risquait pas. Non, j'étais ministre entre 2004 et 2007, et donc j'ai quitté mes fonctions de ministre du Budget avec mon ami Thierry Breton. Déjà dans les cartons. Et nous avions fait plus que les cartons, nous avions fait un certain nombre d'études. Et puis, bon, il y a eu un changement, Nicolas Sarkozy a été élu, n'a pas souhaité poursuivre. Mais en vérité, c'est une réforme qui a un certain nombre d'avantages qu'on oublie de rappeler. Le premier, c'est que c'est une modernisation de la collecte de l'impôt. Donc c'est une manière de faire des économies pour l'État. Grâce au numérique aujourd'hui, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Deuxième élément, on va enfin payer l'impôt correspondant à l'année. Ce qu'on appelle la contemporanéité. Et non pas l'année d'après, ce qui pose des tas de problèmes de trésorerie à tous les ménages qui le payent. Et puis troisièmement, on oublie un petit détail, c'est que l'année où ça se fait, c'est un cadeau d'une année d'impôt pour les Français. Puisque l'année qui correspond au passage à l'année suivante, on ne paye pas l'impôt de l'année précédente. Voilà. Et donc, c'est quand même des éléments qu'on ferait mieux de mettre sur la table. Alors pourquoi on nous raconte que c'est compliqué à mettre en œuvre? Il y a opportunément, d'ailleurs, une note qui est sortie de Bercy dans la presse ce week-end pour nous dire, il y a eu plein de bugs, on a fait... Moi, je vais vous dire, ça m'a fait sourire parce que je connais par cœur le coup de la note technique de Bercy qui sort comme par hasard pour arranger le politique. Bon, moi, je connais bien le ministère des Finances. J'ai eu le grand honneur de commander un certain nombre de directions majeures de notre pays pour ce qui concerne la collecte de l'impôt, la comptabilité publique, la direction du budget, la direction des douanes. Bon, je peux vous dire qu'en réalité, Bercy sait faire et que les bugs constatés, c'est normal, quand on fait des expérimentations, il y a forcément des bugs jusqu'au jour où ça démarre. Et puis s'il y a des loupés, on les gère. Et l'administration fiscale, elle sait dialoguer avec le contribuable. Moi, j'avais fait à l'époque une charte du contribuable qui est toujours en vigueur pour immédiatement rétrocéder s'il y a eu des erreurs, de l'impôt trop perçu. Mais ce qui est sûr, c'est que le problème aujourd'hui, il n'est pas technique, il est politique. Il est de savoir si oui ou non on appuie sur le bouton. Il faut arrêter de sous-estimer le fait que les Français ne sont pas complètement à l'ouest. Ils connaissent leur feuille de salaire et leur feuille de paye et ils savent très bien que si on leur a signalé avant, il y a une déduction d'impôt qu'ils n'auront pas à payer 2 ou 3 mois plus tard. Deuxième chose, Yves Tréhard, je vais quand même le rappeler, on a demandé à des milliers d'entreprises, centaines, des dizaines de milliers d'entreprises, à des collectivités locales, dont Meaux, d'acheter les logiciels, de former les personnels, ce que nous avons fait. Donc je voudrais quand même appeler l'attention sur le fait qu'il y a un moment où le fait du prince, j'y vais pas, je sais pas, 8 jours avant j'hésite, ça n'est plus possible. C'est très grave donc s'il recule là-dessus? Très grave. Non. C'est grave. C'est désolant parce que ça donnerait un contre-signal terrible à l'esprit de réforme que le président de la République a voulu insuffler depuis le début de son quinquennat. Comment expliquez-vous que dans votre famille politique, il y en a certains qui sont plutôt hostiles à cette réforme, notamment Laurent Wauquiez? Écoutez, c'est un débat. Moi, je veux dire, tous les points de vue sont respectables. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a même une formule qui consisterait simplement à dire on mensualise sur l'impôt correspondant à ce qu'on doit le même mois sans le faire collecté par les entreprises ou les collectivités. C'est un débat, je veux dire, tout ça est respectable. Simplement, on ne peut pas d'un côté vouloir moderniser le pays, comme ça se fait dans toute l'Europe, la retenue à la source, elle se fait partout. Pays à ne pas le faire, et puis quand on a créé toutes les conditions, on a fait des études, on a mobilisé des milliers de personnes dessus, dire finalement on tremblote à la fin, alors on ne le fait plus. C'est tout ce que je dis. Et ce n'est pas l'opposition qui est à incriminer, c'est le président de la République. On nous a suffisamment expliqué qu'il allait décider, que c'était l'homme de la situation, que le nouveau monde allait remplacer l'ancien, que Jupiter tombe d'une
Marche alors. Bah, écoutez, moi, je vais vous dire, je pense depuis toujours que Emmanuel Macron n'est ni Jupiter, ni De Gaulle, tout ça est grotesque. Oui. S'il fait le travail que Schröder a fait en Allemagne, c'est très bien. Bon, ouais. Bah, pour l'instant, il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance. Et pour l'instant, je suis un peu inquiet. Voilà. Il chute considérablement dans les sondages en termes de confiance. C'est un mauvais signe. Il ne faut pas qu'il s'en occupe. Oui, non, vous savez, les machines à laver, comme on dit en politique, on connaît par cœur les moments où rien ne va, où on déteste celui qu'on a adoré. Tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le résultat à la fin du quinquennat. Et pour cela, le rôle d'un parti de gouvernement, d'un président qui incarne la gouvernance de la France, c'est-à-dire l'action pour les Français, c'est d'avoir des résultats, baisse du chômage, baisse des déficits, baisse de la délinquance, rayonnement de la France. C'est cela les enjeux. Il avait dit 18 mois à 24 mois après son élection, les premiers résultats. Vous êtes confiant là-dessus ou vous lui faites crédit du quinquennat? Vous savez, moi j'ai retenu une chose. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas très longtemps chez certains de vos confrères. Un quinquennat, c'est un compte à rebours. Bon, c'est-à-dire qu'on ne va pas de l'année 1 à l'année 5, on va de l'année 5 à l'année 1. Bon. Donc tout ce qu'on n'a pas fait au début, tout ce qu'on n'a pas décidé au début, on n'a plus le temps de le faire après. C'est pour ça que je plaide pour qu'on gouverne par ordonnance. Pour donner tout le temps, non pas à est-ce que je décide ou pas, mais j'ai décidé, maintenant on prend 5 ans pour appliquer et on évalue à la fin de ces 5 ans. Comme ça se fait dans les grandes organisations, les entreprises, un certain nombre de collectivités locales. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est de voir finalement qu'après avoir beaucoup brocardé ceux qui avaient agi avant lui, il a un peu tendance à tomber dans certains pièges. Monsieur Macron qui avait pu faire tomber d'autres avant. Justement, alors lui, il recule un peu dans l'opinion, on voit, il y a une espèce de flottement, mais pour autant, l'opposition, notamment votre famille politique, on n'a pas le sentiment qu'elle progresse de son côté. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas fini son travail de deuil. Est-ce qu'elle le fait, ce travail de deuil ? Non. C'est pour ça qu'elle a du mal à le finir. C'est pour ça que vous êtes un peu à l'écart. Oui, enfin à l'écart. Vous vous tenez je suis un peu triste, quoi, parce que je pense que... Enfin, vous savez, moi j'ai animé notre famille politique pendant des années, et même s'il y avait eu des difficultés terribles, vous vous souvenez des histoires avec Fillon, enfin c'était très compliqué, mais on avait toujours veillé à ce que les ruptures ne soient pas totales, au contraire. Moi j'avais associé tout le monde, personne ne quittait le parti. Ce qui n'est pas le cas là. Écoutez, regardez ce qui se passe. Je voyais, je crois que c'est d'ailleurs dans le Figaro, une carte de France. Il y a eu, rien qu'à droite, 10 rentrées politiques de 10 personnalités différentes de notre parti dans toute la France. 10. On n'avait jamais vu ça avant. Bon. Qu'il y ait quelques querelles d'ambition, c'est normal, mais là, on n'est plus dans ça. C'est un éclatement lié au fait que, malheureusement, le parti tel qu'il existe aujourd'hui s'est totalement rétréci et rabougri au point d'être tellement proche des extrémistes que ceux qui se veulent partie du gouvernement ne s'y trouvent pas bien. Notamment Valérie Pécresse ou vous ? Vous pourrez dire aussi Xavier Bertrand, Luc Châtel, enfin toute une série, François Baroin ou d'autres. Ce n'est pas le chef incontesté et incontestable, Laurent Wauquiez, des Républicains ? Ça, il est président du parti, oui, ça, il est président du parti. Après, le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est qu'est-ce qu'on fait de tout cela ? Comment on reconstruit demain ? Et je pense qu'on ne peut pas reconstruire sur des schémas anciens. Emmanuel Macron, il a bouleversé la donne. Il a changé de ton un petit peu, Laurent Wauquiez. Je ne sais rien, mais en tout cas, vous savez, je ne sais pas ce que c'est, changement de ton ou pas, mais enfin, Emmanuel Macron, il a bouleversé la donne. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé en 2017. Or là, on a un peu tendance à être dans cette logique. Alors, Jean-François Copé, ancien ministre, ancien président du parti, maire de Meaux actuellement, qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre avenir ? Comme vous le voyez. Écoutez, ça, j'en sais rien du tout. Votre ambition. Aujourd'hui, je suis effectivement maire, avocat. Je prends un peu de champ par rapport à la politique quotidienne. Vous ne participez pas au mandat médiatique Non, parce que d'abord, je l'ai beaucoup fait. Je pense avoir besoin aujourd'hui de prendre un petit peu aussi de réflexion, de recul. J'écris. Et je me dis, il faut des étapes dans la vie, des périodes. Et donc, je suis bien incapable de vous dire ce qu'il en sera de demain. Je vous le dis d'autant plus librement qu'avant, j'avais un peu tendance à planifier tout. D'accord. J'ai pensé qu'il était temps d'arrêter avec ce genre de choses. Ça serait pas un quinquennat pour réfléchir ? Peut-être. Peut-être. Il y a un livre qui va sortir ? Je ne l'ai pas appelé comme ça. C'est possible. Je ne l'ai pas appelé comme ça, en tout cas. Vous ne l'avez pas appelé comme ça ? Non. En revanche, j'ai parlé dans mon dernier livre de sursaut français et je suis heureux de voir que certaines de mes formules sont reprises allègrement et de mes idées, donc finalement, y compris par Valérie Pécresse qui a parlé de sursaut aussi, donc c'est bien, ça prouve que voilà. D'accord. On est avec Jean-François Copé qui est dans les studios du Figaro et on continue avec Valentin Pilate pour répondre à vos questions, pour qu'il réponde à vos questions. Valentin, bonjour.
bonjour. Bonjour Yves, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Beaucoup de questions en direct là, sur Facebook et sur Figaro.fr, notamment celle d'Ami, où est passée la droite, ou encore Alexandre, Monsieur Copé, que préconisez-vous pour relancer l'activité de nos entreprises ? Ah, c'est deux questions différentes. Alors, Deux questions différentes. Oui. Alors, vous préférez laquelle? On va sur les commencer par, entreprises par la droite et puis après les entreprises. Oui. Oh, la droite, il faut qu'elle poursuive son travail de décomposition pour pouvoir se reconstruire. Donc il faut laisser... On est en phase de décomposition là. Oui, on le voit bien. Hein. Donc il faut laisser les choses se décanter. À l'évidence, il y aura un rendez-vous majeur qui sera l'élection européenne. J'entendais que Laurent Wauquiez se fixait un objectif qui m'a paru absolument fou de 15%. Ouais. Nous avions fait 20%, un peu plus, en 2014. Il m'avait d'ailleurs beaucoup critiqué déjà à l'époque. On a fait 20%, plus les 8% de l'UDI. Donc on avait un score qui était assez comparable à celui de 2009. Descendre à 15%, ça serait quand même un grave échec. On verra ce qu'il en est. Sur les entreprises, alors là, pour le coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer de réformer ce pays. On doit continuer de baisser les charges. On doit continuer de moderniser les structures, d'alléger l'État, de faire tout ce que Emmanuel Macron a commencé d'ébaucher. Mais je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure? C'est que tout ce qu'il a commencé de faire, il faut le démultiplier dans tous les domaines. Je pense par exemple que la réforme de la SNCF était une très bonne réforme, mais qu'il aurait dû poser la question tout de suite de la fonction publique dans son ensemble. Moi, je préconise par exemple la fin de l'emploi à vie pour les fonctionnaires, les nouveaux agents de l'État entrant dans la carrière à partir de maintenant. Quel que soit le secteur, y compris dans la police, le secteur, y compris dans les secteurs régaliens. Je ne vois vraiment pas en quoi avoir l'emploi à vie vous empêcherait de faire des choses pas bien, et qu'à l'inverse, ne pas avoir l'emploi à vie vous garantirait de faire des choses qui seraient illégales. C'est absurde. Nathalie Kosciusko-Morizet, à l'occasion des primaires, ça avait fait bondir. Pas du tout. Écoutez, c'était en toute lettre dans le sursaut français. Donc, vous voyez, heureusement, on était de la même famille politique, on pouvait quand même trouver quelques points d'accord. Mais voilà typiquement une réforme qu'il faudrait avoir le courage de faire. Et ça vous mettez à dos les syndicats, ou ce qu'il en reste. Enfin, c'est compliqué. Ce qu'il en reste. En même temps, je crois qu'il faut vivre avec son temps. L'objectif, c'est pas de remettre en cause ce qui a été promis. Donc, pour ceux qui sont fonctionnaires, il n'est pas question de remettre ça en cause. Mais il faut vivre avec son temps. Enfin, aujourd'hui, pour les salariés des entreprises, c'est incompréhensible que l'État, premier employeur de France, continue d'être contraint dans la gestion des ressources humaines. Et parce que l'emploi à vie, du coup, il n'y a plus de souplesse. C'est possible de faire, Jean-François Copé, d'imaginer une France duale, du coup, avec les anciens, parce que ça ne serait pas rétroactif, qui auraient leur statut, et puis les nouveaux qui auraient leur statut. Elle est déjà duale, la France, puisque de facto, vous avez des millions de gens qui n'ont pas l'emploi à vie. Le véritable sujet, c'est comment l'État peut se moderniser et faire que l'on garde bien l'idée du service public. C'est-à-dire quand on sert l'État, pendant la période où on est au service de l'État, on accomplit sa mission dans un cadre qui soit clair et strict. Après, la vie est ainsi faite qu'on doit pouvoir passer du public au privé sans que ce soit un mur de Berlin. Bien sûr. C'est parfaitement bien répondu pour Ami et Alexandre. J'en viens à la question de Tanguy. Yves parlait de votre avenir et Tanguy s'interroge, est-ce qu'un jour vous pourriez créer votre propre parti politique ? Non, ça c'est pas du tout dans mon esprit aujourd'hui. Je suis resté aux Républicains, ce qui est un bel effort, parce qu'on est quand même très, très largement écarté pour un certain nombre d'entre nous des structures de décision et surtout de la ligne politique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas mon petit cas personnel, mais c'est la ligne politique. On ne peut pas, nous, les Républicains, devenir un parti extrémiste. Notre ADN, c'est d'avoir rassemblé les gaullistes, les libéraux, les centristes. Vous avez quelques désaccords au sein même du parti entre vous et certains représentants ? Vous le voyez tous les jours. La preuve, c'est qu'on a aujourd'hui 10 rentrées politiques en même temps de 10 personnalités différentes à droite. Mais le penchant est plutôt vers les extrêmes, vers l'extrême droite ? Oui. Ça, je crois que malheureusement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est surtout que de dire ça alors que le discours sur l'immigration qui en réalité pose essentiellement sur du constat alarmiste, à juste raison, mais où il n'y a aucune proposition. Écoutez, la seule proposition qui a émergé, c'est on va faire un référendum sur l'immigration pour demander quoi aux Français, s'ils sont pour ou contre. C'est des propositions que ferait Le Pen, comme d'ailleurs Mélenchon, dans un autre registre, fait des propositions ce qu'on appelle populistes, extrémistes. Moi, il y a 4 partis en France. Il n'y en a plus 2, il y en a 4. Avant, on avait UMP d'un côté, PS de l'autre. Bon, aujourd'hui, on a quoi ? On a 4 partis, 2 extrémistes, Mélenchon, Le Pen, et 2 partis qui sont des partis de gouvernement. Bon, ces 2 partis de gouvernement doivent faire leur différence sur le fait que ce qu'ils font, c'est concret pour les Français, avec des résultats. Et nous, au lieu d'être dans cette alternative par rapport à Macron, on est dans une énième proposition extrémiste. Ça n'a pas de sens. Ne serait-ce que parce que si jamais Macron devait véritablement être défaillant,
qui serait l'alternative? Ce serait Mélenchon. Vous voyez, le risque, il est là quand même. Alors justement, François s'inquiète d'un éventuel conflit politique pour les prochaines élections européennes, voire même pour la prochaine présidentielle, entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Vous la craignez, vous, cette tension entre les deux? Elle est déjà là. Elle est déjà là, puisqu'en vérité, un certain nombre d'entre nous défendons une idée profondément européenne, ce qui ne veut pas dire eurobéa, mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur l'Europe, surtout que la plupart du temps, les problèmes que nous rencontrons sont liés à l'absence de décision française pour des dispositions qui relèvent seulement de la France. Donc on tape sur l'Europe depuis 20 ou 30 ans pour dire on aurait bien voulu le faire, mais c'est de la faute de l'Europe qui ne veut pas. Ce qui a créé évidemment une confusion dans l'esprit des gens. Moi je pense qu'il y a en réalité au niveau européen 3 grands défis. Si déjà on y répond, ça aura beaucoup de sens. C'est la défense, c'est l'immigration et c'est le commerce. Bon, sur ces 3 sujets, il y a beaucoup à faire. Assumons-les. Portons un discours novateur. Vous vous ferez entendre à l'occasion des élections européennes? Oui, certainement. Oui. Allez, une dernière question. Celle de Forban. Avant toute chose, le loto du patrimoine, vous jouerez ou pas? Vous êtes concerné d'ailleurs, de près ou de loin, dans votre commune ou dans votre département? Oui, dans le département de Seine-et-Marne, oui, beaucoup. Je voudrais sur ce point dire que le discours de Stéphane Bern est un discours qui mérite d'être entendu 5 sur 5. Parce qu'il reflète quand même une certaine idée de ce quinquennat, où on fait beaucoup d'annonces, où on promet beaucoup, et où une fois qu'on a proposé à des personnalités de s'engager, on les lâche au milieu du gué. Et ça, je trouve que c'est pas convenable. Vous comprenez son propos? Et non seulement je comprends son indignation et son inquiétude, mais Stéphane Bern est une personnalité profondément honnête qui a contribué et contribue remarquablement à la connaissance de l'histoire de France. Et je voudrais vraiment sur ce point dire qu'on ne peut pas jouer avec des personnalités comme la sienne. Donc, voilà, il faut évidemment entendre cet appel de sa part et considérer qu'elle doit être prise très au sérieux, qu'il doit être pris très au sérieux. Peut-être juste pour conclure, est-ce que vous comptez jouer justement à ce loto du patrimoine? À titre personnel, non, je n'ai pas le prévu de le faire, mais en revanche, de manière générale, je pense qu'il faut absolument entendre ce type de cri d'alarme qui montre tout de même qu'il y a une certaine forme de politique qui ne peut plus exister. Peut-être juste pour terminer, vraiment je termine avec ce commentaire, c'est celui de Forban, parce qu'au final sur les 15 €, le ticket est à 15 € et seulement 10% est reversé donc du coup à la rénovation du patrimoine, donc 1,5 €, c'est pas grand-chose pour Forban. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense la même chose, mais je pense qu'au-delà de ça, on voit bien que cette mission qui était vraiment très attendue est en train de partir un peu à l'abandon du seul fait que finalement, il n'y a pas eu de relais politique fort et qu'on a livré à lui-même Stéphane Bern seul avec son enthousiasme et qu'il n'a pas la réponse qu'il pouvait attendre. Et ça n'est pas convenable. Merci beaucoup. C'était Jean-François Copé qui était dans nos studios ce matin. Merci Jean-François Copé d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Valentin Pilate de vous être fait l'interprète des questions des internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.